Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette grande édition de la télévision rwandaise. À la présentation, moi-même, Michel Iladoukounda. Et tout de suite, parlons du Parti social-démocrate, PST en sigle, qui vient de déposer à la Commission nationale électorale, NEC, la liste de ses 66 candidats députés aux législatives du 15 juillet prochain. Cette liste, comprenant 29 femmes et 37 hommes, a été approuvée au cours de la réunion du bureau politique de cette formation politique tenue ce dimanche. Le secrétaire général du PST, le professeur Ngawintsize et Jean Chrysostome, indiquent que les candidats qu'il propose aux prochaines échéances électorales disposent de toutes les qualifications et capacités nécessaires pour qu'ensemble, avec d'autres élus du peuple, ils poursuivent la construction du pays dans différents domaines. S'exprimant à propos de la candidature à la magistrature suprême du pays, il a dit que le Parti social-démocrate a approuvé son soutien au président de la République Paul Kagame, candidat du Front patriotique rwandais FPR Inkotanyi au présidentiel de juillet prochain. Et toujours ce lundi, dans l'avant-midi, Dosengizimana Jean Nepomucène a également déposé la commission électorale pour sa candidature pour les prochaines élections législatives en tant que candidat libre. Il a indiqué qu'il voudrait, en tant que Rwandais, apporter sa contribution à l'édification du pays. Toujours en parlant du programme Ndu Munyarwanda, nous allons y revenir tout de suite avec notre collègue Jean Damascène Manishimwe. Bienvenue Jean Damascène. Oui, merci Michel. Alors, Jean Damascène, vous avez participé à ce lancement de cette quatrième phase. Quelle est la particularité? Oui, effectivement, l'organisation Unity Club Intwara Rumuri a lancé ce lundi la quatrième phase de ce programme Ndi Umunyarwanda, donc littéralement je suis rwandais. Oui. Ce programme qui a pour objectif d'enseigner les valeurs de la culture rwandaise et de l'unité surtout, les valeurs basées sur l'unité. Alors, ce programme avait déjà commencé depuis longtemps. Rappelons-nous que l'organisation Unity Club Intwara Rumuri existe depuis 28 ans déjà. Et ce programme avait déjà commencé dans les universités et les institutions d'enseignement supérieur. Et ce qui est la particularité de cette quatrième phase, c'est que c'est un programme maintenant qui va atteindre aussi les universités et institutions d'enseignement supérieur, mais qui sont fréquentées largement par les étrangers. Avant, donc, c'était uniquement pour les Rwandais, mais cette quatrième phase concerne aussi bien les universités rwandaises que les universités étrangères. Alors, on peut se demander justement pourquoi avoir inclus les étrangers. Quand on entend le monde d'Umunyarwanda, on peut dire on est rwandais. Oui. Pourquoi inclure aussi les étrangers? Oui, c'est un programme qui est riche de sens, qui est large, qui est assez vaste, qui concerne aussi bien les Rwandais que les étrangers. Parce que le mot d'ordre de cette politique, de ces valeurs de Ndu Munyarwanda, c'est l'unité, l'unité des Rwandais. Alors, ce programme a été conçu, disons, par la sagesse de la première dame, Madame Jeannette Kagame, et après le génocide commis contre les Tutsis. Et le mot d'ordre de cette politique, c'est de prêcher les valeurs d'unité pour que justement le génocide commis contre les Tutsis qui a endeuillé le Rwanda ne se produise plus ailleurs. Alors si on doit enseigner comment prévenir le génocide c'est un crime malheureusement qui a eu lieu ici au Rwanda, mais c'est un crime qui dépasse les frontières, ça concerne tout le monde, ça concerne aussi bien les Rwandais que les autres pays. Alors si les autres pays ne font pas attention, il y a risque que ce mal qui concerne toute l'humanité puisse se produire dans d'autres pays. Alors c'est pourquoi les étrangers aussi ne sont pas exclus, ils doivent apprendre ces valeurs de l'unité entre tous les citoyens des mêmes pays. Alors on peut se demander par quel canot ça va se passer pour justement atteindre ces étudiants étrangers. Est-ce à l'université, dans leur curriculum ou bien? Oui, ça va se faire au niveau de chaque institution. Donc il y a un club qui sera organisé. Alors les professeurs qui étaient en formation aujourd'hui, en fait, ils vont accompagner les étudiants
pour les aider à bien comprendre ce programme, ces valeurs, à leur inculquer ces valeurs de l'unité des Rwandais. Donc c'est au niveau de chaque université et ça va continuer chaque jour. Alors nous avons quelques images à suivre pour ceux qui ont pu intervenir durant ce colloque. Suivons-les par tout de suite. Le programme que nous a apporté le colonisateur ne nous permettait pas de bien analyser, d'avoir un esprit critique, de pouvoir bien analyser le contenu qu'il nous a amené, surtout en matière de l'histoire du Rwanda. On nous disait que les Hutus sont venus des forêts du Congo et les Batouas sont venus en poursuivant les animaux qu'ils chassaient, que les Batoutis sont venus de l'Éthiopie. Nous n'avons pas été capables, les intellectuels rwandais n'ont jamais été capables d'analyser et voir les points communs qui unissent les Rwandais. Par exemple, la même écriture. Comment les gens peuvent venir de différentes coins de l'Afrique ou du monde et avoir la même écriture, la même écriture, la même langue, le même tabou et interdit. Comment ça pouvait avoir lieu? Est-ce que comment les Batoutis pouvaient avoir le même clan que les Bahutus et les mêmes Batouas? Non, c'est un indicateur qu'il s'agit de la même population. Mais le colonisateur ne nous a pas permis d'avoir cet esprit critique, d'avoir cette analyse. Et c'est la raison pour laquelle ils ont assimilé le contenu de l'histoire que le colonisateur nous a amené à cause de ses intérêts. Alors, les intellectuels ont marché de la même manière. Si tu fais une très bonne analyse, tu vas voir que les parents, les enfants dont les parents ont joué le rôle dans les massacres de 1959. Ce sont eux qui vont jouer le grand rôle en 1973. Depuis le 26 février 1973, on a commencé ce qu'on a appelé Mututsi Mvira, Mututsi Kitisi. Ce sont ces enfants dont les parents avaient participé dans les massacres de 1959, qui ont joué le rôle de chasser les Tutsis en 1973. Et ce sont eux qui finiront par devenir des dirigeants, des autorités du pays dans les années 90 et qui vont justement préparer le génocide perpétré contre les Tutsis. Alors bref, les dits intellectuels que le Rwanda a eu, bien sûr, c'est bien lui qui a joué le rôle dans la déchirure de l'unité des Rwandais, parce que la masse population croyait qu'ils disaient la vérité, alors ils se sont alignés derrière eux, et puis ils ont fini par la préparation et la mise en exécution du génocide perpétré contre les Tutsis. Le professeur Bigirimana Consolat de l'ILPD va aussi revenir sur l'importance de Ndumunyarwanda. On va les mettre ensemble dans des clubs et essayer de les aider à construire la citoyenneté rwandaise dans leurs valeurs. Et c'est une bonne chose que je trouve que c'est nécessaire de construire dans notre société rwandaise qui a été meurtrie par le génocide contre les Tutsis, comme vous le savez. Et c'est une pierre pour reconstruire l'humanisme dans l'esprit des Rwandais et de réveiller encore ces valeurs ou bien de les inculquer dans ce qu'on forme là-bas pour qu'ils adoptent, ils fassent ces valeurs-là qui font qu'un Rwandais est un vrai citoyen rwandais, donc qui se dissocie de tout ce qui nous divise. Alors, Jean Damascène, tu as suivi de près ce programme. Que peut-on, je dirais, parler de la réussite, peut-on dire une réussite par rapport à ce programme? Oui, le sentiment d'optimisme s'affichait partout. D'abord chez Unity Club qui a débuté cette campagne depuis 28 ans maintenant, et puis chez ses professeurs, enseignants des universités et institutions d'enseignement supérieur, ils affichent tous un sentiment d'optimisme parce que c'est un très bon programme et ils disaient que c'est un programme que les étudiants vont absolument apprécier parce que c'est la prédication des valeurs et ça touche l'histoire
du Rwanda, ça ouvre à ces jeunes les voies pour une bonne compréhension de l'histoire du Rwanda. Et rappelons-nous que les jeunes constituent aujourd'hui une grande majorité de la population rwandaise. Plus de 65% des Rwandais sont des jeunes. Alors, si ils sont initiés à ces valeurs de l'unité, de la reconstruction du Rwanda nouveau, un Rwanda qui n'exclut personne, comme c'était dans le temps. Donc, ce n'est qu'un sentiment d'optimisme chez Unity Club, mais aussi chez les concernés, ces professeurs, enseignants des universités, institutions d'enseignement supérieur du Rwanda. Merci en tout cas, Jean Damascène, pour cet éclairage. Merci à vous, Michel. Le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, indique que pour attirer des investissements en Afrique, il faut avoir des infrastructures solides. Le Premier ministre rwandais, le docteur Edouard Ngirente, souligne que le Rwanda a effectué des réformes dans différents domaines afin de faciliter l'investissement en créant notamment la confiance entre le secteur public et le secteur privé. Conviction. Notre leadership depuis le début était convaincu que le moteur de notre développement va être le secteur privé. Et donc on était convaincus et finalement la question c'était de comment y arriver, comment faire à ce que ce secteur privé devienne le moteur de notre économie. Et donc avec ça ce qu'on a fait c'était une question de créer la confiance entre nous, le secteur public et le secteur privé. Et ce climat de confiance a été créé par le dialogue. Donc on a eu toujours un dialogue régulier avec notre secteur privé. Mais quand je parle de notre, ce n'est pas le secteur privé rwandais, mais c'est plutôt même les entreprises internationales qui venaient au Rwanda. Et le dialogue par rapport à notre secteur privé rwandais, c'est vraiment régulier. On est toujours en contact, on discute des questions de développement et de comment on veut organiser notre économie. Mais pour les investisseurs étrangers, nous avons créé ce qu'on appelle le Rwanda Development Board, RDB. C'est une agence qui est en charge de parler aux investisseurs potentiels pour le Rwanda, de les intéresser, de leur expliquer comment ça se passe au Rwanda. Et donc c'est une fenêtre par laquelle en fait les investisseurs passent pour accéder à toutes les informations concernant l'économie rwandaise. Et donc ce dialogue est permanent. Mais quand je parle aussi de la confiance, dépend aussi d'autres facteurs, y compris, par exemple, la stabilité macroéconomique. La stabilité macroéconomique est très importante pour les investisseurs ou tout acteur économique. Il y a aussi la lutte contre la corruption. On n'a pas envie d'investir dans un pays où la corruption est visible, on va dire. Et donc ça, c'est aussi notre indicateur qui permet à ce que les investisseurs aient confiance dans un système public, mais aussi l'efficacité du secteur public en général, que ce soit dans le cadre légal ou le cadre, par exemple, des marchés publics. Et donc, avec ça, on a fait des réformes, parce que vous avez parlé des réformes, je vais mentionner quelques-unes. On a fait des réformes d'abord du point de vue juridique. On a revu beaucoup de textes légaux, y compris même le code des investissements. Et on voulait que ce code soit vraiment favorable aux investisseurs rwandais et étrangers. Mais tout ceci a été fait en collaboration avec ces investisseurs qui nous donnaient des idées en nous disant « Nous voulons que ça se passe comme ça si vous voulez que nous puissions investir au Rwanda ». Le Parlement rwandais et ivoirien s'engage à développer davantage les relations de coopération pour le bien des deux peuples respectifs. C'est ce qui est ressorti des échanges entre la présidente de la Chambre des députés, Donatille Mukabalisa, et son homologue ivoirien qui se félicite de cette nouvelle dynamique. D'abord, je me réjouis de me retrouver ici avec Madame la Présidente de l'Assemblée, ma très chère sœur. Comme vous le savez, le CIO Forum se tient en ce moment à Kigali. Et donc, à l'occasion de notre participation de la Côte d'Ivoire au CIO Forum, où je suis venu avec le Premier ministre de Côte d'Ivoire, j'ai donc considéré que je ne pouvais pas venir à Kigali au sommet, au CIO Forum, sans naturellement venir présenter la civilité à ma sœur. Comme vous savez, les liens fraternels, d'amitié qui lient d'abord nos deux pays et nos deux chefs d'État
font que à tout moment, chaque fois que la possibilité me sera offerte, je viendrai toujours au Rwanda avec plaisir, mais surtout en rendant toujours visite à Massawa. Donc c'est une visite de courtoisie, mais qui a été l'occasion aussi de revenir sur le point de notre mémorandum d'entente, mais de faire le tour un peu de tous les points d'actualité, des différentes crises qui secouent le monde entier, et de se projeter sur ce que nous partageons, c'est-à-dire l'Afrique unie, la grande Afrique, forte de ses richesses, et comment se donner les moyens ensemble pour donc la promotion de toute cette jeunesse africaine qui est en train donc d'arriver à grands pas. Voilà, donc c'était vraiment une belle visite. Le Rwanda et le Maroc, à travers leur secteur privé, souhaitent œuvrer pour le renforcement de liens économiques et d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement entre les deux pays. Les délégations des deux parties se sont rencontrées à Kigali, rencontre qui, selon elles, symbolise notamment une nouvelle ère de collaboration et de partage d'expériences. Le récit de Charlène Foulaha. La délégation marocaine était composée de représentants des entreprises de différents secteurs, notamment de l'agriculture, du tourisme, des technologies, de l'information et tant d'autres. Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Chakib Alj, a indiqué que cette rencontre symbolise une nouvelle ère de collaboration, de partage d'expériences et de mutualisation de ressources et compétences avec le Rwanda. La présidente de la Fédération rwandaise du secteur privé, Jeanne-Françoise Mobilidi, a quant à elle fait savoir que cette rencontre est une excellente opportunité pour booster l'économie des deux pays. La mission de cette rencontre était déjà de pouvoir à nouveau nous rappeler de notre accord entre la Fédération et le CGM, qui est la Confédération des entreprises marocaines. Un partenariat qu'on a signé il y a quelques années où nous avons convenu de mettre en relation nos membres pour pouvoir échanger, leur donner une plateforme pour parler de collaboration en termes de business. Et cette plateforme est une des plateformes que nous avons développées pour profiter de la présence des entrepreneurs et des investisseurs marocains qui sont ici pour le Africa CEO Forum, et de pouvoir rencontrer leurs contreparties ici au Rwanda et de pouvoir échanger, parler des possibilités de business, de qu'est-ce qu'ils pourraient faire ensemble. Nous avons aussi convenu d'organiser différentes missions pour que ce soit le secteur privé rwandais qui va au Maroc ou le secteur privé marocain qui vient au Rwanda à nouveau, pour justement continuer à mettre en place des plateformes qui pourraient faire naître de futurs projets. Ça donne espoir surtout pour le secteur privé, que ce soit le secteur privé rwandais ou marocain, en termes de collaboration, en termes de partenariat dans divers secteurs. À commencer par les secteurs où il y a eu déjà des investissements par les sociétés marocaines au Rwanda, par exemple l'industrie de la pharmacie, l'industrie pharmaceutique, où nous avons vu un investissement de grande taille qui a été déjà fait et qui promet de nous offrir des possibilités d'avoir sur le marché des produits qu'on n'avait pas avant, et de pouvoir aussi développer l'export de ces produits dans la région. Le président régional de la Confédération régionale des entreprises du Maroc, Anouar Radi, se félicite de cette visite ainsi que de la bonne entente entre le Rwanda et le Maroc, avec un grand espoir qu'elle mènera à de partenariats fructueux et à une coopération renforcée. Notre choix du Rwanda, on voit déjà le développement aussi important au niveau du territoire rwandais, la stabilité politique qui est aussi importante, les réalisations faites à Rwanda a marqué et c'est devenu un exemple au niveau africain sur tous les plans économiques, IT, la digitalisation. Donc c'est un exemple et ça nous donne, nous les opérateurs économiques, l'appétit pour s'installer sur ce beau pays rwandais. Aujourd'hui, thanks God, que les relations entre nos deux pays, par le biais de Sa Majesté le Roi, que Dieu le protège, est
le président rwandais qui est en train de faire un excellent travail. Ils ont tissé des relations bilatérales que sur le plan diplomatique et aujourd'hui on est en train de la concrétiser sur le plan économique. En toute honnêteté, je peux me prononcer qu'on est fier d'être africain. Grâce à l'exemple rwandais, on est fier d'être africain. Il n'y a pas l'impossible. Ça, c'est un message que je suis en train de passer et je vais être l'ambassadeur pour Rwanda partout parce que pour moi, aujourd'hui, lorsqu'on parle du Rwanda, c'est un pays qui est sur le cœur de l'Afrique, comme tous les pays africains, mais aujourd'hui, Rwanda est en train d'exporter l'exemple de la réussite et j'espère que ça va être réalisé sur le reste des pays, qui soient limitrophes et sur notre continent en général. Cette visite en marge des travaux de l'Africa CEO Forum 2024 s'inscrit dans le cadre de promouvoir les échanges commerciaux intra-africains. Les deux parties espèrent que cette initiative va ouvrir la voie à de nouveaux projets et à une croissance économique mutuelle. Des rencontres B2B sont également prévues pour faciliter les discussions directes entre les entrepreneurs de deux pays. Charlène Fouraha pour la télévision rwandaise. Depuis le mois d'avril, une série de rencontres littéraires sont organisées dans le cadre de la 30e commémoration autour du thème « Le devoir de mémoire ». Revenons sur la rencontre autour du livre « Les collines se souviennent » d'Oscar Gassana. Les détails avec Amandine Dikomasabo. Dans le cadre de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, plusieurs rencontres littéraires se sont tenues depuis le début du mois d'avril. Ce mercredi, le panel de discussion était constitué de Marie-Claire Gataïlé, la modératrice, d'Eric Nzabihimana, un des résistants de Biseselo, et de Stéphanie Gassana, fille du regretté Oscar Gassana. Stéphanie a beaucoup apprécié ceux qui ont organisé cette rencontre, une activité qui pour elle signifie rendre hommage à son père, et elle a exprimé que la présence de tout un chacun à cette rencontre montre que le travail de son père Oscar Gassana va continuer malgré qu'il ait rendu son âme à Dieu. Elle est revenue sur la motivation de son père à écrire ce livre. Pour ce qui est des motivations de mon papa par rapport à l'écriture de ce livre, je pense que ce livre a été très central dans sa vie. Comme je disais tout à l'heure, il se posait beaucoup de questions. Il a vécu en exil pour la majorité de sa vie. Et ce livre a permis pour lui de faire la paix avec son pays. Il est revenu, il a pu parler à des rescapés, des survivants comme Eric. Et ça a été un travail long, très émotionnel, qui a pris beaucoup de son temps. Et aujourd'hui, je suis extrêmement fière qu'on puisse prendre du temps pour en parler. Je pense que c'était un homme qui était beaucoup de choses. C'était un père, un époux, un grand-père affectueux. Mais c'était un auteur très courageux. Qui a pu vraiment immortaliser l'histoire des Baseselo, cette histoire héroïque dont on n'entend pas assez parler. Donc je pense qu'il continuait, partout où il allait, il parlait de ce livre. Donc la motivation, c'était même la survie pour lui et donner du sens à sa vie. Les participants à cette rencontre littéraire ont partagé ce que représente le livre « Les collines se souviennent » pour eux. Elle devrait résonner très fort pour les Français parce que ce génocide auquel la France, malheureusement, a participé, a été complice, ce génocide, il a été arrêté par des résistants de l'intérieur comme vous. On parle de la résistance du ghetto de Varsovie comme un fait universel pour l'humanité. Bon, c'est pas minorer les résistances du ghetto de Varsovie, mais il n'y avait pas 60 000 résistants dans le ghetto de Varsovie. Alors qu'à Bisesero, il y a eu 60 000 femmes, hommes et enfants qui ont résisté durant tout le génocide. Et ça devrait être,
élevé au niveau universel, au moins, au même niveau que le ghetto de Varsovie. La résistance et l'esprit de la résistance et comment plusieurs générations de Rwandais d'aujourd'hui et surtout celles de demain doivent s'approprier de cet esprit. Ça ne peut pas se faire sans ce genre de témoignage. Je ne sais pas quoi dire, je suis très très ému. Je trouve que ce qui s'est passé à Bisesero est symbolique de ce qui a animé aussi un mouvement qui a été à l'origine de ce que ce génocide a été arrêté, donc en l'occurrence le FPR. C'est des formes de résistance qui doivent, avant d'être, comment dirais-je, avant qu'on les partage à d'autres, particulièrement à d'autres Africains, mais dont on devrait s'approprier d'abord comme Rwandais, toute génération confondue. Eric Nzabimana, partager la résistance de Bisesero, donne l'impression qu'il retourne dans le temps en 1934. Quand on essaie de parler de ça, on croit qu'on est encore en 1994. Et c'est trop dur pour nous. Comme il vient de le dire, dans notre village, nous avons résisté jusqu'au 13. Le 13 au matin, il y a eu des attaques qui sont venues de Gikongoro. Armés de fusils, nous avons résisté, mais nous n'avons pas pu tenir. Nous avons perdu ce jour-là 4 personnes, dont ma petite sœur qui avait un problème d'handicap, qui n'a pas pu s'échapper. Et il a été dérogé dans son cachette par un enseignant de l'école où je travaillais, un ami de moi qui a grandi sous notre toit parce que sa famille n'était pas à mesure de nourrir les enfants. Il a été éduqué, nourri par mes parents et comme récompense, il a tué ma petite sœur. La rencontre littéraire autour du livre Les collines se souviennent, écrit par Oscar Gassana, a été selon les participants à cette rencontre une belle initiative et une occasion de faire connaître le courage des Tutsis de Bisesero et qu'il est important que la jeune génération s'inspire de ce témoignage d'Eric Nzabimana, en plus de chaque mot du livre Les collines se souviennent, qui selon Stéphanie Gassana, fille du regretté Oscar Gassana, est un outil qui a servi à son père de faire la paix avec son pays. Amandine Dikoumassabo, télévision rwandaise. C'est ainsi que nous bouclons cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. À la prochaine.